ressentimiste. Mais la pulsion ressentimiste, c'est-à-dire juste ce temps comme ça, et non pas le fait de rentrer véritablement dans le ressentiment et de s'y installer, ça, oui, c'est quelque chose que nous pouvons rencontrer parce qu'il a aussi, avant même les conditions objectives, vous les avez nommées, les inégalités économiques, les inégalités sociales, les inégalités culturelles, que sais-je, enfin tout cet univers du milieu qui peut être ressenti comme injuste, à juste titre ou pas, mais en tout cas à juste titre aussi. Avant même ça, il y a des choses qui sont constitutives des passions tristes, et là en revanche c'est un invariant humain de base. Il y a la finitude, qui est un point, pas simple, donc on est tous avec ce point-là, et nous ne sommes pas tous au même endroit dans la sublimation de cette finitude. Bon, c'est un premier point, puisque c'est vraiment cette aptitude à la symbolisation, cette aptitude à la sublimation, c'est véritablement ce qui nous différencie dans la manière dont nous allons gérer les pulsions ressentimistes. Oui, parce que vous dites, si tout le monde est potentiellement soumis à ce ressentiment, certains s'en accommodent, d'autres pas du tout. C'est-à-dire certains arrivent naturellement à le sublimer et d'autres sont coincés, enfermés dans ce ressentiment parfois toute une vie. En fait, j'ai repris un corpus qui m'intéressait justement d'aller voir un petit peu tous ceux qui avaient été sur un double territoire de la philosophie et de la psychanalyse, ou de la philosophie et de la médecine, de la psychiatrie. Et donc j'ai délibérément, même s'il y a bien sûr un corpus qui est plus ouvert, mais je suis allée travailler avec ces auteurs-là. Donc ça va être Castoriadis, ça va être Freud, ça va être Bieswanger, ça va être Fanon. Donc j'ai délibérément choisi des auteurs qui s'étaient affrontés à la fois à une théorisation, à le fait de théoriser une pensée, et en même temps qui avaient eu un terrain qui était celui du soin, qui avait dû soigner des individus. Et donc j'ai vraiment focalisé mon corpus sur ces personnes-là pour comprendre ce passage que j'essaye moi aussi de travailler entre l'individu et plus globalement aussi le collectif, une société, et comment cet individu, je l'ai fait dans Les Irremplaçables, et puis dans La fin du courage, et puis etc., dans les pathologies, comment cet individu, par la qualité de son individuation, va soutenir, par la qualité de son individuation, un projet collectif. Puisque c'est ça mon travail, et non pas comment la singularité d'un être va faire obstacle, précisément, à cette création collective qui nous constitue aussi, qui s'appelle une cité, qui s'appelle une association, qui s'appelle la filia, ou que sais-je, hein, il y a différents paramètres possibles de cela. Donc, le Castoriadis le pose, par exemple, c'est-à-dire il va dire, voilà, nous avons sous-estimé psychiquement, ça c'est sûr, mais même historiquement, nous avons sous-estimé et Wilhelm Reich dira la même chose, puisque chez Wilhelm Reich ça s'appelle l'aptitude à la liberté, et chez Castoriadis c'est tout simplement l'aptitude tout simplement à comprendre les lois qui le structurent dans son inconscient. Bon, donc c'est dit différemment, mais ça renvoie en fait tout simplement au fait de saisir à un moment donné que, en deçà aussi de tout ce qui nous fabrique extérieurement, nous avons aussi des invariants psychiques. J'ai dit tout à l'heure la question de la finitude, mais il y a ce que Freud appelle le besoin océanique. Besoin océanique qui peut être, s'il est sublimé, splendide, s'il n'est pas sublimé, plus compliqué, etc., etc. Et vous allez avoir... Donc, ça ne veut pas dire que tout est joué du tout d'avance, mais ça veut dire aussi qu'un être, il a aussi, pas exclusivement, mais il a aussi des grands invariants psychiques qui le constituent et qui, bien évidemment, après, selon les sociétés, vont être plus ou moins
solliciter, appuyer, éduquer, transformer, etc., etc. Et c'est vrai que dans nos sociétés, qui sont des sociétés des individus, malgré tout, hein, c'est comme ça, je veux dire, c'est pas... Il est clair que ces invariants psychiques, ils ne sont pas au même endroit il y a 4 siècles, et maintenant, ne serait-ce que parce qu'ils ont des interactions différentes avec le monde qui nous entoure. Donc il y a à la fois des archaïsmes, mais il y a quand même surtout beaucoup de relationnel qui va varier selon le moment socio-historique qui est le nôtre. Et aujourd'hui, il s'avère que nos sociétés sont malgré tout d'abord construites par cette idée que nous sommes des sociétés des individus, et donc l'individu a un rôle viatique dans l'histoire qui n'est pas le même qu'il y a voilà, X décennies. Alors, je le disais en introduction, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça fait à une vie, en fait, le ressentiment, lorsqu'il finit par se fossiliser, lorsqu'il finit par se réifier? Qu'est-ce que ça fabrique comme incapacité à construire son existence et à notamment user de sa liberté pour en faire une créativité et construire son propre monde? Alors, donc je vais répondre à la question, et juste avant cette question, je vais essayer de dire un instant pourquoi j'ai voulu revenir sur cette question. Alors bien sûr, là encore, ça s'inscrivait dans mon travail, mais plus simplement, cliniquement, l'expérience qui pouvait être la mienne et qui est, entre guillemets, qui est biaisée, qui est proprement subjective, donc l'expérience clinicienne qui est la mienne quand je reçois des patients ou plus globalement dans la société ou dans mon univers même familial, amical ou que sais-je. L'expérience qui était la mienne, c'est qu'en analyse, un des premiers temps où pourquoi vous rentrez en analyse, souvent, c'est parce que vous êtes à l'arrêt, parce que vous ne comprenez pas quelque chose, parce que vous répétez quelque chose dont vous ne saisissez pas la signification. Donc il y a un sentiment de piège qui peut se jouer. Donc ça, c'est une des manières d'entrer en analyse. Et dans un premier temps, très souvent, la verbalisation et la recherche analytique va être un processus thérapeutique absolument clé. Donc c'est clair que ce qu'on peut appeler la recherche des origines, le récit familial, le roman familial, tout ça, en gros le travail de compréhension, on pourrait dire de diagnostic, si on filait la métaphore, il est absolument déterminant. Et pour certains psychanalystes, il est même le grand travail, c'est-à-dire que la verbalisation, la symbolisation, tout ce travail langagier est absolument nécessaire. Et de fait, il l'est. Moi, je me suis heurtée au deuxième temps des patients qui, une fois qu'ils avaient fait cela, me disaient « Bon, j'ai fait ça, c'est très très important, mais en fait, j'ai toujours mal. Et qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe dans pourquoi, alors que je viens de comprendre tout le mécanisme, pourquoi se maintient en moi une rumination qui me détruit ? Alors que voilà. Et donc, bien évidemment, moi je pense que c'est ça l'objet analytique, c'est bien sûr la verbalisation, la quête des origines, tout ce que vous voulez, mais qu'en fait, le vrai objet analytique où on rentre dans le hard, c'est quand tout d'un coup on a détricoté en gros l'ensemble des problèmes, on voit éventuellement le système des solutions ou de l'absence des solutions ou que sais-je, enfin, etc. Et on n'arrive pas à sublimer et à dépasser ce réel-là. Bon. Et le travail analytique, pour moi, est percutant quand tout d'un coup, on va voilà, trouver les moyens de sublimer ce point-là. Donc ça, c'est voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce que ça fait à un être ? Ben, le problème, c'est que s'il n'arrive pas à faire ça, il y a plusieurs chemins. Soit il y a un chemin de dépérissement. Alors il y a plusieurs chemins au sens où vous en êtes déjà conscient ou pas conscient. Je dirais que si vous n'en êtes pas conscient, ça fait longtemps que le mal est fait, vous avez basculé dans un déni, et en gros, là, très très souvent, on va rentrer dans ce qu'on
peut vivre demain, c'est-à-dire une traduction à un moment donné politique de cet apolitisme, comme dit Wilhelm Reich, revendiqué, et qui bien évidemment est en gros la quête d'un moi autoritaire, le bouc émissaire, enfin bref, on a différents l'égalitarisme répressif. C'est la formule, comment dire, d'Adorno. Enfin bref, il y a quantité de choses qu'on peut retrouver, l'hostilité, enfin bref, voilà. Donc ça, c'est, si vous êtes déjà dans le déni, vous allez rentrer là-dedans. Si vous n'êtes pas dans le déni, de fait, ça va produire en vous en fait, sous couvert de capacité, en fait, une incapacité profonde à agir. C'est-à-dire que le ressentiment est une faillite, est une projection, si vous voulez, qui à un moment donné jouit de la faillite de la solution. Donc donc l'enjeu, c'est de, bien évidemment, on n'en est pas conscient, hein, mais on produit de la non-solution. Alors il y a plusieurs manières de produire de la non-solution. Par exemple, vous discutez avec quelqu'un, non, j'ai déjà fait ça. Non, ça marche pas. C'est un très grand classique. Tous les médecins connaissent ça, avec un patient qui arrive et on va faire toute la cartographie et rien de toute façon ne marche. Et l'enjeu, c'est de bien acter que rien ne marche. Bon, donc ça, quand vous êtes dans ces conduites-là, à un moment donné, bien évidemment, ça impacte votre être, mais ça irradie aussi autour de vous. Et si ça se traduit, alors soit ça se traduit pas politiquement, et vous rentrez dans une déprime, une dépression avec des accès psychotiques, etc. Bon, voilà. Soit ça se traduit politiquement, et là, en revanche, il y a un retournement qui est mortifère, mais pour l'autre. Oui, c'est ce que vous appelez haïr plutôt qu'agir. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que dit, je crois que c'est Max Scheler, Max Scheler montre bien, si vous voulez, donc Max Scheler est un auteur du début du siècle, il produit un texte qui s'appelle L'homme du ressentiment, qui est un texte, comment dire, qui revient sur cette passion triste, structurante des êtres et de l'histoire, un texte de 1912. Et c'est toujours intéressant de voir justement comment un long siècle avant nous, on s'est saisi de cette question, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, etc. Et on voit d'ailleurs que les figures du ressentiment, elles sont nécessairement, bien sûr, psychiques, mais elles sont construites par la société. Je vous donne un exemple. Très clairement, il y a tout un passage merveilleux, mais qu'on retrouve aussi chez Freud, sur le ressentiment féminin. Bon. Et le ressentiment féminin, c'est pas extraordinairement compliqué aussi de comprendre, de saisir pourquoi à un moment donné, il a été davantage pointé du doigt que le ressentiment masculin. Et notamment, pourquoi ? Parce que dans le destin féminin, sociologiquement, culturellement, est un destin aussi empêché. Donc, il trouve aussi, bien évidemment, dans les conditions objectives d'inégalité et d'injustice, il trouve le ferment qui va venir appuyer cela. Pareil pour les hystéries, etc. On voit très bien aujourd'hui que les grandes hystéries freudiennes, Charcot, etc., aujourd'hui, vous avez quasiment plus, enfin, vous en avez presque plus. Et aujourd'hui, quand on a des formats, des schèmes hystériques, en fait, ils atteignent autant les hommes que les femmes. Donc, si vous voulez, une psychose, c'est à la fois un moment, bien sûr, qui est avec la vérité d'un être, etc., mais c'est aussi, bien évidemment, totalement entrelacé, et encore plus quand c'est les névroses, totalement entrelacé avec l'histoire. Donc voilà, donc ça c'est, si vous voulez, ce principe-là encore une fois, d'une rentrée dans la rumination. Scheler parle d'un auto-empoisonnement. Cet auto-empoisonnement, il donne l'illusion, effectivement, de donner du pouvoir à un être qui, en fait, est profondément rendu par la société et petit à petit par lui-même incapable.
Et donc résultat, il faut faire ce qu'on appelle une stigmatisation à l'envers, c'est-à-dire il faut trouver la manière de vivre positivement cette inaction. Et généralement, ça s'appelle la haine. Face à laquelle la cure analytique peut commencer à travailler sur le premier exercice de lucidité dont vous avez parlé, c'est-à-dire de la reconnaissance de ce blocage. Alors c'est un des points difficiles. Quand je dis d'ailleurs le travail analytique, je fais vraiment, entendez-moi bien, je fais pas du tout je pense pas que la psychanalyse a le monopole de l'analyse. Je rassure tout le monde. Hein, non, parce que c'est vraiment... voilà. Mais en revanche, je pense qu'il y a une nécessité analytique pour chacun d'entre nous. Ça, c'est évident. Donc, un des parcours possibles, ça peut être celui de la psychanalyse, mais de fait, ça peut être en auto-analyse, ça peut être avec des tiers qui ne sont pas des tiers thérapeutes ou psychiatres ou psychanalystes. Mais effectivement, ce travail d'essayer de regarder et de discerner. Vous savez que le discernement, c'est un travail qui, bien sûr, c'est trié, c'est classé, etc. Mais dans la définition du discernement, il y a la notion de santé. Donc le discernement, c'est de juger sainement des choses. Sous-entendu, à un moment donné, se mettre aussi à distance de tout un cyclone émotionnel pour précisément essayer de voir clairement, de ne pas avoir son jugement troublé par quantité de choses. Donc le discernement, il est directement atteint par la puissance ressentimiste. Hein? Donc ça, là aussi, ça commence, le ressentiment au départ peut éventuellement être causé, c'est-à-dire de façon illusoire, hein, parce que c'est bien ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que le ressentiment, c'est pas de la souffrance. C'est deux choses différentes. Vous avez bien évidemment la souffrance, qui est un acte, voilà, il y a une objectivation possible de la souffrance, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se joue dans un pas de plus et qui va être l'installation dans ce que François Roustan appelait la plainte. Bon, et qui est encore autre chose. Et que Scheller appelle la jouissance du pire, la jouissance de l'obscur, etc., etc. Bon, des formules, bon. Et c'est très difficile parce que, bien évidemment, vous n'avez pas le sentiment, vous, d'être dans une complaisance. Vous avez le sentiment d'être dans quelque chose de juste. Que vous venez dire quelque chose, vous êtes victime et donc vous venez signifier ce sentiment victimaire. Moi, mon problème, si vous voulez, c'est de dire deux choses. C'est pas de psychologiser l'histoire, pas du tout. C'est de repolitiser l'histoire. Pourquoi ? Parce que sous couvert, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que sous couvert de manquer la nature de cette pulsion ressentimiste, beaucoup vont instrumentaliser cette pulsion ressentimiste et vont appeler ça de la politique. Donc c'est ça qui va se passer. Donc il faut bien comprendre que c'est très important de comprendre ces lois psychiques qui, quand elles ont une traduction politique au sens large du thème, ne produisent pas de l'action politique, mais produisent précisément de la violence, de la radicalisation, c'est-à-dire quelque chose ce que les Grecs appelaient le polémos. Bon, mais ce n'est pas ce qu'on appelle l'agonistique, c'est-à-dire à un moment donné le fait de dire tiens, nous assumons une conflictualité, mais cette conflictualité, nous la sublimons par du logos, et ça c'est la définition du politique. Sinon c'est la guerre, c'est autre chose. Mais ce n'est pas le politique. Alors je sais que les grands penseurs ont considéré que la guerre était la continuation par d'autres moyens du politique, mais je pars du principe que ce sont des situations limites et malgré tout, non. Le politique, c'est quand même autre chose. C'est ni le polémos, ni la stasis, c'est-à-dire la guerre civile. C'est cet entre-deux qui fait que précisément vous basculez pas dans le polémos et vous basculez pas dans la stasis. C'est ça, la vérité du politique. Bon. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en manquant ça, vous allez avoir précisément une revendication que le vrai politique,
C'est ça, c'est-à-dire, alors bien évidemment, ça ne sera pas posé comme la traduction politique du ressentiment, mais ça sera posé comme la binarisation, la polarisation, le refus de la disputatio, qui ne vaut rien, qui ne sert à rien, la violence comme seule vérité du mouvement social, etc., etc., etc. Et là, en revanche, ça s'appelle une perversion. Parce que, encore une fois, la violence, ce n'est pas la politique au sens de construction politique, c'est autre chose. Ça existe, la violence. Mais l'enjeu, c'est de savoir si nous, demain, nous essayons de nous maintenir dans une exigence qui produit du politique à partir de la sublimation de la violence, et donc de la sublimation du ressentiment, parce que c'est un des ferments de cette violence, ou est-ce que nous validons que non, la politique et la violence, c'est la même chose. C'est une vraie question. Oui, puisque là maintenant la jonction est faite entre la rancœur de l'individu, son amertume potentielle, psychique, et le fait que ça puisse être utilisé en politique. Et là où ça devient compliqué, notamment lorsqu'on discute la démocratie, c'est que le sentiment que peuvent avoir un certain nombre de citoyens d'avoir été abandonnés par la démocratie peut être juste. Tout à fait. Et que donc leur amertume peut être absolument justifiée. Tout à fait. Et c'est ça qui est compliqué de saisir. C'est-à-dire que, encore une fois, il peut totalement y avoir, et ça arrive d'ailleurs souvent, des conditions, il y a une objectivation de la souffrance. Il y a une réalité des inégalités. Et vous allez d'ailleurs traiter un exemple, j'allais dire presque, oui, courageux, parce que c'est un sujet complexe. C'est la question de savoir si la démocratie égalitariste peut être poussée jusqu'à un certain absurde, d'une certaine manière, fabricatrice ou fabricante, je ne sais pas, de ressentiment. Alors, ce qui est certain, c'est que, si vous voulez... et ça a été très bien posé par un auteur comme Tocqueville et puis tous les enfants entre guillemets de Tocqueville, jusqu'à même Adorno qui n'est pas un enfant de Tocqueville mais qui malgré tout va aller aussi sur ce territoire-là. Le mal structurel de la démocratie, c'est le ressentiment. Donc c'est pas, ça il faut le comprendre. Et je dirais que c'est hélas une terrible menace, mais qui est à la hauteur de son exigence, de son projet. C'est-à-dire que parce que précisément la démocratie se pose comme la conquête des conditions de l'égalité, la conquête effective, et non pas théorique, mais effective des conditions de l'égalité, et il ne faut certainement pas se séparer de cette définition de la démocratie. Elle est grandiose, mais la grandeur de cette définition l'expose de facto comme première menace qui pourrait mettre à mal réellement la démocratie, le ressentiment démocratique. De fait, cette condition déceptive, elle est au cœur de l'aporie démocratique, c'est-à-dire qu'elle signe sa menace. Ce n'est pas du tout le cas dans un État autoritaire. Un État autoritaire n'a pas en premier lieu la question du ressentiment. Ça peut être la question du ressentiment, mais pas au même endroit. Elle n'est pas aussi déterminante. Là, c'est vraiment la menace qui est dangereuse et qui fait, et c'est sans doute peut-être la seule chose qui peut destituer la démocratie. Parce que la démocratie est un principe où les différentes crises sont malgré tout traversées, alors qu'un État autoritaire va subir un coup d'État et va être destitué, et il va y avoir des effets de rupture. Non, là vous avez une continuité malgré tout historique qui peut être assumée par la démocratie. Mais ce qui peut vraiment faire un arrêt, c'est cette question à un moment donné d'un ressentiment démocratique qui prend trop la main, et qui, lui, en revanche, n'est plus à même d'accompagner des individus dans, ce qui est logique, leur désir de protéger l'état social de droit, puisque ça n'a plus tout d'un coup, c'est entaché et c'est considéré comme nul et non avenu. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué de saisir ça. Et donc, ça veut dire, résultat, ça veut dire que, malgré tout, si c'est l'objet clé,
Et c'est pour ça qu'il y a une partie qui est le terme de ces journées, c'est gouverner. Et donc je dis dans ce texte que la question fondamentale, selon moi, mais qui me paraît plus fondamentale dans qu'est-ce qu'une démocratie, ce n'est pas qu'est-ce qu'un bon gouvernement. Cette question, elle est très importante, mais elle n'est absolument pas la finalité de la démocratie. Sous-entendu, si vous voulez, la question du bon gouvernement, c'est un outil. C'est très bien, mais ça se met au service d'une finalité. Et la finalité réelle de l'État social de droit, c'est comment des outils institutionnels et non institutionnels sont créés pour endiguer la pulsion ressentimiste. C'est ça la vraie question. Et si c'est ça la vraie question, selon moi, tout d'un coup, tout l'univers des politiques publiques, il change. Il change pourquoi ? Parce qu'il va falloir aller chercher comment, institutionnellement, nous produisons des forces de sublimation de la pulsion ressentimiste. Et ces forces de sublimation de la pulsion ressentimiste, elles ont été travaillées par quantité d'auteurs. Alors Freud, en premier temps, dans Malaise dans la civilisation, où il dit la culture. Mais d'autres auteurs, Winnicott et d'autres, où ils vont aller sur l'éducation. D'autres sur Fanon, etc., la santé. Bon, mais ça veut dire que tout d'un coup, le paradigme dans notre tête, pour traverser, c'est de dire « Ah mince !» Nous pensions que nos institutions étaient, entre guillemets, des puissances assez neutres de gestion des droits. Et en fait, nous comprenons que nos institutions, peut-être, doivent prendre soin de nous de telle sorte que nous sachions trouver à la fois les ressources individuelles et les ressources collectives pour traverser cette pulsion ressentimiste. Et donc, c'est une orientation de la politique publique un peu différente, malgré tout. Et du coup, on a envie de vous demander où on en est aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment justement qu'on arrive à une étape de nœud gordien dans lequel le ressentiment psychique des individus rencontre une absence de souci de la démocratie ou de ses institutions qui risque de, je ne sais pas, de quoi d'ailleurs ? Alors aujourd'hui, il y a les deux, c'est-à-dire tous les ingrédients sont là au niveau d'une objectivation des inégalités ressenties, et pas que ressenties, réelles. Alors bien évidemment, à l'intérieur d'un cercle qui est restreint. Je veux dire par là que quand vous interrogez la place de votre malheur dans la société, vous avez peu tendance à ouvrir trop largement le cercle de comparaison. Parce qu'à un moment donné, si vous l'ouvrez trop, vous allez tomber sur quelque chose qui est plus malheureux que vous, nécessairement. Donc vous avez plutôt tendance à restreindre le cercle et à regarder simplement ce qui vous arrange pour... Donc déjà, la question de l'objectivation d'une injustice en comparaison d'eux, elle n'est pas simple, parce que tout dépend le périmètre qui est le vôtre, etc. Mais on va valider le fait que dans nos sociétés, quand on regarde autour de soi dans la société, alors en l'occurrence française, dans une ville, etc., là, en revanche, vous avez une conscientisation et une objectivation possible de déclassement. Ça a été très bien posé par les travaux de quantité de sociologues, de géographes, de Gulli ou de ceux qui peuvent faire des sondages comme Fourquet aujourd'hui, enfin bref, de Chauvel sur les classes moyennes. Enfin, donc ça, c'est de Piketty de manière plus économique. Donc ça, vous avez cet invariant-là. Il y a un ouvrage d'ailleurs qui est intéressant là-dessus, qui était un ouvrage de Algan, Cohen et Foucault, Martial, sur les causes, entre guillemets, du populisme. Et justement, les causes du populisme étaient identifiées avec 3 phénomènes d'insécurisation. Une insécurisation politique, en gros un sentiment d'impuissance de l'État par rapport au monde d'aujourd'hui, etc. Une insécurisation économique, donc déclassement, et puis une insécurisation culturelle, qui renvoie au sentiment avec le déplacement des populations, etc., qu'on est plus ou moins en insécurité. Et ça produisait les ferments du populisme. Moi, je pense que pas nécessairement. C'était là où on avait je disais bien évidemment, ça s'appelle les conditions objectives. Mais en fait, le populisme
ou le conspirationnisme ou le complotisme, qui sont tous des enfants, entre guillemets, d'une traduction politique du ressentiment, c'est quand vous avez une insécurisation psychique qui bascule et qui prend la main. Et en fait, cette insécurisation psychique, certes, elle est en dialectique avec tout ce phénomène d'insécurisation, mais moi, je dirais ma gageure et puis mon hypothèse, c'est de dire qu'il est possible, là, et c'est ça la liberté d'un être, et c'est ça la responsabilité d'un être, et c'est ça la différence d'un être par rapport à un autre, il est possible que là, de sublimer ça, et donc d'empêcher la bascule dans le ressentiment. Et donc ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième point, c'est de dire pourquoi c'est tellement important d'empêcher la bascule dans le ressentiment. Parce qu'une fois que vous êtes dans le ressentiment, vous ne produisez pas de l'action politique. Vous produisez autre chose. Et donc, résultat, vous produisez quelque chose qui, selon moi, n'est pas à même de combattre correctement la question des inégalités. Donc, vous voyez, c'est une boucle. C'est une boucle un peu particulière. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire, voilà, de psychologiser c'est pas du tout ça. Au contraire, il s'agit de repolitiser réellement les choses et en même temps de comprendre des lois qui structurent un être psychologiquement, etc. Et comment on peut, bien évidemment, par la société, les valeurs, l'éducation, les médias, la santé, le prendre soin, etc. Comment on peut accompagner un être dans son aptitude précisément à la liberté. Alors, encore une fois, ça c'est pour ça que je l'ai dit dans mon livre en exergue, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, et je dirais même plus, c'est un choix moral. C'est-à-dire que je n'ai pas la preuve de ce que j'avance. Je ne peux pas vous faire de l'evidence-based medicine de ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la preuve, entre guillemets, dans mon petit terrain clinicien, qu'il y a des êtres qui basculent dans le ressentiment, des êtres qui ne basculent pas dans le ressentiment. Voilà. Certains ont des conditions objectives de bascule, d'autres n'ont pas des conditions objectives de bascule. Je vois les deux. Donc ça, il n'y a pas de... Voilà, les deux existent. Et je ne peux même pas dire, quand quelqu'un bascule, s'il bascule parce qu'il cède, entre guillemets, et que donc, d'une certaine manière, il y a un affaiblissement plus ou moins responsable, il est responsable un peu en partie, ou s'il n'est pas du tout responsable et c'est malgré lui. Je ne peux pas répondre à cette question. Je dis juste que si moi, en tant que psychanalyste et philosophe, je valide le fait que le sujet ne peut pas, alors nous proposons un destin collectif de soumission. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme ça, le déterminisme est posé et il n'y a pas de... Voilà, alors, bonne pioche ou mauvaise pioche, celui qui naîtra à tel endroit avec des conditions objectives d'inégalité est voué éternellement au ressentiment, et puis tel autre pas. Voilà. Donc moi, je ne peux pas valider ça. Je dirais que mon ethos, à la fois en tant que philosophe et psychanalyste, c'est de dire non, je ne valide pas ça, et c'est pour ça que je mets en exergue le sujet peut, le patient peut, etc. Même si, encore une fois, ça reste. Je peux davantage dire que c'est un choix moral qu'un choix prouvé, qu'une hypothèse scientifiquement établie. Alors vous évoquez quelqu'un qui, il y a quelques siècles, a peut-être eu un début d'intuition de ce que vous évoquez, c'est Montaigne, avec la réflexion sur justement le pretium doloris. Qu'est-ce que c'est le pretium doloris ? Le pretium doloris, c'est tout simplement le prix de la douleur. Et en fait, le pretium doloris, c'est ce qu'on pourrait appeler le prix de la vie. C'est le risque que nous sommes capables de prendre pour assumer cette chose qu'on appelle la vie. Et puis c'est aussi une confrontation avec le réel, c'est-à-dire non pas la douleur et vérité. Donc c'est pas une conception doloriste du monde qui est proposée là, mais en revanche
la vérité est douleur. Ça, malgré tout, oui. Et donc, à un moment donné, la vérité, elle produit une confrontation avec un réel, et cette confrontation avec le réel, si elle n'est pas sublimée, de fait, elle va produire une douleur, et puis tout l'enjeu, ça va être de voir comment on travaille avec cette douleur. Mais ce qui est génial avec Montaigne, dans les essais, c'est que vous vous souvenez, dans les premiers temps, il est l'enfant du stoïcisme, etc. Bon, de toute cette pensée, de cet apprentissage de la mort comme étant constitutif de la philosophie, etc. Ce qui est entre guillemets vrai, et puis il va aller vers la vie, et puis comme vous savez, quand on va vers la vie, on va aussi vers autre chose qui s'appelle la mort, et puis petit à petit, il va basculer vers une philosophie où il va poser que l'enjeu c'est de vivre à propos. Donc de vivre à propos, ça veut dire qu'à un moment donné, on tente de saisir un instant, celui-là, on tente de s'installer dans une conception plus étendue du présent, on apprend à sublimer la finitude, on apprend à ne pas trop la craindre, et il dit à un moment donné que même la mort, qui est un objet quand même grandiose, on ne peut pas nier que la mort est un objet minuscule, c'est très important, et puis surtout pour un être, puisque... Enfin, au moins considérer que ça n'arrive qu'une fois, donc on peut valider le fait que par la rareté, c'est un élément important. Il dit même la mort n'est pas un objet assez digne pour la rumination. En fait, il n'y a aucun objet qui doit être ruminé, parce qu'on pourrait dire, mais quand même, la mort, mince, on a le droit, c'est quand même terrible. Eh bien non. C'est-à-dire que on bascule vraiment dans une définition autre de ce qu'est la liberté d'un être, de ce qu'est la liberté non pas comme illusion de toute puissance ou même parce que je ne sais même pas si on est libre. Encore une fois, la liberté c'est plutôt un effort de sublimation plutôt que bien évidemment la réalité objective d'une liberté. Alors on va arriver vers la fin de cet entretien sur la question justement que vous évoquez de manière très belle à la fin de votre essai sur comment rester ouvert au fond. C'est ça la lutte contre le ressentiment, c'est essayer de ne pas s'enfermer dans la rancœur, mais donc de recréer les conditions de possibilité d'une ouverture à la vie et au monde. Et ça commence peut-être par la question de... En gros, la rumination victimaire, c'est rechercher une réparation. Dans toute son existence, une réparation, on est victime de quelque chose, il y a toujours quelque chose à réparer. Et finalement, la lucidité, c'est peut-être, en tout cas dans le domaine psychique, d'admettre que qu'il n'y a pas de réparation. Oui, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est ressenti comme un renoncement, mais c'est pas un renoncement, c'est-à-dire que en fait, et c'est très bien dit par un auteur qui n'est pas psychanalyste et qui est philosophe et qui a été également un médecin, même si c'est un médecin qui a peu exercé, c'est Canguilhem, et Canguilhem explique très bien que la santé, ce n'est pas un retour à l'état antérieur. Sous-entendu, voilà, ça n'existe pas. La santé, c'est nécessairement la création d'une nouvelle norme de vie. Bon, il faut l'entendre au sens littéral du terme, c'est-à-dire que quand quelque chose a été cassé dans votre vie, ou en tout cas vous avez un besoin de réparation, il n'y a pas de réparation possible au sens strict du terme. Les choses ne se réparent pas. Donc, et ça c'est très compliqué parce que bien évidemment c'est la différence entre éventuellement un objet et un être humain, c'est qu'un objet on peut éventuellement le réparer, voire mieux on peut le changer et avoir le sentiment que rien n'a bougé, donc c'est superbe, c'est pas comme ça qu'est un être humain, donc on ne peut pas réparer, et ça pour le coup, ou alors quand vous réparez, vous allez vous rendre compte que vous ne réparez en fait que du déjà réparé, c'est-à-dire en gros du truc qui n'a pas une immense importance. C'est pas de l'irréversible, c'est du réversible, bon, voilà. Bon. Donc en fait, ce qu'on appelle réparation de façon un peu rapide, c'est de la création. Donc c'est pas la même chose. Donc vous ne réparez pas ce qui a été cassé, vous créez ailleurs
quelque chose, et notamment de la symbolisation, et vous allez faire surgir par la symbolisation quelque chose qui, entre guillemets, n'existe pas, ou par la sublimation, et donc vous allez créer. Voilà. Et donc on pourrait dire, en fait, si on veut garder cette idée de réparation, on ne répare pas ce qui a été cassé ou blessé, etc. On répare ailleurs et autrement, autre chose si vous voulez. Mais il vaut mieux parler de création parce que c'est plus juste. C'est plus juste sur le fait qu'en fait c'est de l'émergence. Ce n'est pas, donc c'est quelque chose qui se situe dans l'avenir, c'est pas quelque chose qui se situe dans le passé. Et donc résultat, ça fait que toute la focale d'un sujet, elle n'est pas au même endroit, si vous voulez. Celui qui est dans la pulsion ressentimiste, il est de fait tourné dans une vision non pas dynamique de ce qu'est la réparation, c'est-à-dire la création, mais dans une vision passéiste. Or, ce n'est pas possible. Donc c'est une illusion, pour le coup. Et le problème, c'est que c'est une illusion qui va non seulement l'empêcher encore une fois, de produire une individuation digne de ce nom, mais qui en plus, je le dis, si elle s'étend plus, et qu'elle croise éventuellement d'autres personnes qui ont des ressentiments et qui sont dans cette même... de fait, vous avez un phénomène d'autorisation qui va se mettre en place et une traduction politique. Parce que là aussi, juste pour terminer, Wilhelm Reich montre bien cela, que ce n'est pas entre guillemets, le leader fasciste, puisqu'il y a tout un passage historique sur le fascisme, ce n'est pas le leader fascisme qui fait basculer une foule. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ce qui est dit, c'est que le fascisme, avant d'être un moment historique, c'est un moment psychique. Vous voulez dire c'est la foule qui fabrique le leader fasciste? C'est la foule qui désigne et qui va aller chercher celui qui conforte sa pulsion ressentimiste. Donc et là, n'importe qui éventuellement saura un peu être, à ce moment-là, répondre à ça, sera attrapé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si le fascisme n'est pas un moment historique, mais un moment... c'est un moment historique aussi, bien sûr, mais ce n'est pas que un moment historique, c'est d'abord prioritairement un moment psychique, au sens où le moi, Wilhelm Reich dit, le moi fasciste précède le fascisme. Ça voudra dire que ça va advenir de nouveau si les forces de sublimation de cette base caractérielle-là ne sont pas transformées. C'est que, voilà, ça de toute façon, alors en revanche, ça ne prendra pas nécessairement le nom de fascisme, ça prendra le nom de populisme, de réactionnisme, d'illibéralisme, bon, que sais-je, de pulsion autoritariste, etc. Et donc, voilà ce sur quoi travaille le livre. Oui, on voit bien en vous écoutant, on entend bien en vous écoutant toutes les dénominations qu'il peut y avoir dans la société dans laquelle on vit, dans les pays qui aujourd'hui nous entourent et peut-être le nôtre. Quelles sont les traductions possibles effectivement d'un ressentiment? Voilà, donc clairement, on a aujourd'hui une palette assez large de traductions possibles. Alors juste pour quand même, parce que c'est pas ça paraît comme ça un livre un peu noir, mais non. Parce que vous m'aviez dit, voilà, il y a une troisième partie justement. Absolument. Qui est sur, on va finir là-dessus, sur l'ouvert et sur les manières et les antidotes à la fois, comment ça s'appelle, personnels et collectif pour justement endiguer, calmer, apaiser, corriger, etc. Et bien évidemment, il y en a. Que ce soit simple, c'est une autre question, mais il y en a. Et aujourd'hui, heureusement, oui, vous avez en plus sur le territoire quantité comme ça d'insularité qui sont précisément pas ressentimistes. Mais de manière majoritaire, il se joue quand même, oui, une pulsion ressentimiste qui est en train, comme je pense à Stigler qui nous a quittés et qui avait travaillé sur la pharmacologie et sur le pharmacone, on est dans un problème de dose
Et là, de fait, on est en train de rentrer dans une dose de toxicité forte. Merci Cynthia Fleury. Le moment est venu pour vous de vous exprimer, de poser des questions à Cynthia Fleury. Donc n'hésitez pas à lever la main. Attendez, je crois qu'un micro peut-être vous parvienne. Non, pas de micro, donc parlez très fort. On va commencer, monsieur à droite, si vous voulez. Mas o dinheiro não dá, e ainda vou tutorar. Você não sabe, é cada dia um abuso, inteligência de uso, dando em parafuso. Você não sabe, você não sabe. Você não vê o meu olhar sem jeito, nem sente a dor que queima no meu peito. Você não vê a minha boca, nem vê a minha onda no vento do meio. Você não vê o meu olhar sem jeito, nem sente a dor que queima no meu peito. Você não vê a minha dor, nem vê a minha cara no final do mês. Você não sabe. Ey, aún recuerdo aquel viernes que te entró la pálida, casi sin poderme avisar, sujetándote la frente. Cuesta abajo, cuesta arriba, se te hacía al caminar. No me dé las gracias, no. Yo lo hago por ti igual que tú lo harías por mí, sin pedirlo y sin decirlo. Aquí está mi hombro, si quieres hasta dormir. Hey, ma, cuando quieras estar aquí. Hey, ma, no lo tienes que pedir. Hey, ma, como yo explicarte todo lo importante que significaste para mí. Y el que no te quiera y te busque el mal me encuentra a mí. Pau, 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 pau. Ey, tú ya no te acuerdas, y en la misma juerga y en distinto lugar tuviste que salir por piernas
y sacarme para afuera para poder respirar. No me des las gracias, no. Yo lo hago por ti igual que tú lo harías por mí. Sin pedirlo, sin decirlo, sin pagarlo. Aquí está mi hombro, si quieres echarte a dormir. Hey, ma, cuando quieras estar aquí. Hey, ma, no lo tienes que pedir. Hey, ma, cómo yo explicarte todo lo importante que significaste para mí. Y el que no te quiera y te busque el mal me encuentra a mí. Para bao, bao. Bao, bao. Más que el tiempo en bicicleta, ay, corre el agua más que el de ressentimiste. Mais la pulsion ressentimiste, c'est-à-dire juste ce temps comme ça, et non pas le fait de rentrer véritablement dans le ressentiment et de s'y installer, ça, oui, c'est quelque chose que nous pouvons rencontrer parce qu'il a aussi, avant même les conditions objectives, vous les avez nommées, les inégalités économiques, les inégalités sociales, les inégalités culturelles, que sais-je, enfin tout cet univers du milieu qui peut être ressenti comme injuste, à juste titre ou pas, mais en tout cas à juste titre aussi. Avant même ça, il y a des choses qui sont constitutives des passions tristes, et là en revanche c'est un invariant humain de base. Il y a la finitude, qui est un point, pas simple, donc on est tous avec ce point-là, et nous ne sommes pas tous au même endroit dans la sublimation de cette finitude. Bon, donc c'est un premier point, puisque c'est vraiment cette aptitude à la symbolisation, cette aptitude à la sublimation, c'est véritablement ce qui nous différencie dans la manière dont nous allons gérer les pulsions ressentimistes. Oui, parce que vous dites, si tout le monde est potentiellement soumis à ce ressentiment, certains s'en accommodent, d'autres pas du tout. C'est-à-dire certains arrivent naturellement à le sublimer et d'autres sont coincés, enfermés dans ce ressentiment parfois toute une vie. En fait, j'ai repris un corpus qui m'intéressait justement d'aller voir un petit peu tous ceux qui avaient été sur un double territoire de la philosophie et de la psychanalyse, ou de la philosophie et de la médecine, de la psychiatrie. Et donc j'ai délibérément, même s'il y a bien sûr un corpus qui est plus ouvert, mais je suis allée travailler avec ces auteurs-là. Donc ça va être Castoriadis, ça va être Freud, ça va être Bieswanger, ça va être Fanon. Donc j'ai délibérément choisi des auteurs qui s'étaient affrontés à la fois à une théorisation, à le fait de théoriser une pensée, et en même temps qui avaient eu un terrain qui était celui du soin, qui avait dû soigner des individus. Et donc j'ai vraiment focalisé mon corpus sur ces personnes-là pour comprendre ce passage que j'essaye moi aussi de travailler entre l'individu et plus globalement aussi le collectif, une société, et comment cet individu, je l'ai fait dans Les Irremplaçables, et puis dans La fin du courage, et puis etc., dans les pathologies, comment cet individu, par la qualité de son individuation, va soutenir, par la qualité de son individuation, un projet collectif. Puisque c'est ça mon travail, et non pas comment la singularité d'un être va faire obstacle, précisément, à cette création collective qui nous constitue aussi, qui s'appelle une cité, qui s'appelle une association, qui s'appelle la filia, ou que sais-je, hein, il y a différents paramètres possibles de cela. Donc, le Castoriadis le pose, par exemple, c'est-à-dire il va dire, voilà, nous avons sous-estimé psychiquement, ça c'est sûr, mais même historiquement, nous avons sous-estimé et Wilhelm Reich dira la même chose, puisque chez Wilhelm Reich ça s'appelle l'aptitude à la liberté, et chez Castoriadis c'est tout simplement l'aptitude tout simplement à comprendre les lois qui le structurent dans son inconscient. Bon, donc c'est dit différemment, mais ça renvoie en fait tout simplement
au fait de saisir à un moment donné que, en deçà aussi de tout ce qui nous fabrique extérieurement, nous avons aussi voilà, des invariants psychiques. J'ai dit tout à l'heure la question de la finitude, mais il y a ce que Freud appelle le besoin océanique. Besoin océanique qui peut être, s'il est sublimé, splendide, s'il n'est pas sublimé, plus compliqué, etc., etc. Et vous allez avoir... Donc, ça ne veut pas dire que tout est joué du tout d'avance, mais ça veut dire aussi qu'un être, il a aussi, pas exclusivement, mais il a aussi des grands invariants psychiques qui le constituent et qui, bien évidemment, après, selon les sociétés, vont être plus ou moins sollicités, appuyés, éduqués, transformés, etc., etc. Et c'est vrai que dans nos sociétés, qui sont des sociétés des individus, malgré tout, hein, c'est comme ça, je veux dire, c'est pas... Il est clair que ces invariants psychiques, ils sont pas au même endroit il y a 4 siècles, et maintenant, ne serait-ce que parce qu'ils ont des interactions différentes avec le monde qui nous entoure. Donc il y a à la fois des archaïsmes, mais il y a quand même surtout beaucoup de relationnel qui va varier selon le moment socio-historique qui est le nôtre. Et aujourd'hui, il s'avère que nos sociétés sont malgré tout d'abord construites par cette idée que nous sommes des sociétés des individus, et donc l'individu a un rôle viatique dans l'histoire qui n'est pas le même qu'il y a voilà, X décennies. Alors, je le disais en introduction, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça fait à une vie, en fait, le ressentiment, lorsqu'il finit par se fossiliser, lorsqu'il finit par se réifier? Qu'est-ce que ça fabrique comme incapacité à construire son existence et à notamment user de sa liberté pour en faire une créativité et construire son propre monde? Alors, donc je vais répondre à la question, et juste avant cette question, je vais essayer de dire un instant pourquoi j'ai voulu revenir sur cette question. Alors bien sûr, là encore, ça s'inscrivait dans mon travail, mais plus simplement, cliniquement, l'expérience qui pouvait être la mienne et qui est entre guillemets qui est biaisée, qui est proprement subjective, donc l'expérience clinicienne qui est la mienne quand je reçois des patients ou plus globalement dans la société ou dans mon univers même familial, amical ou que sais-je, l'expérience qui était la mienne, c'est que en analyse, un des premiers temps où pourquoi vous rentrez en analyse, souvent, c'est parce que vous êtes à l'arrêt, parce que vous ne comprenez pas quelque chose, parce que vous répétez quelque chose dont vous ne saisissez pas la signification. Donc il y a un sentiment de piège qui peut se jouer. Donc ça, c'est une des manières d'entrer en analyse. Et dans un premier temps, très souvent, la verbalisation et la recherche analytique va être un processus thérapeutique absolument clé. Donc c'est clair que ce qu'on peut appeler la recherche des origines, le récit familial, le roman familial, tout ça, en gros le travail de compréhension, on pourrait dire de diagnostic, si on filait la métaphore, il est absolument déterminant. Et pour certains psychanalystes, il est même le grand travail, c'est-à-dire que la verbalisation, la symbolisation, tout ce travail langagier est absolument nécessaire. Et de fait, il l'est. Moi, je me suis heurtée au deuxième temps des patients qui, une fois qu'ils avaient fait cela, me disaient « Bon, j'ai fait ça, c'est très très important, mais en fait, j'ai toujours mal. Et qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe dans pourquoi, alors que je viens de comprendre tout le mécanisme, pourquoi se maintient en moi une rumination qui me détruit ? Alors que voilà. Et donc, bien évidemment, moi je pense que c'est ça l'objet analytique. C'est bien sûr la verbalisation, la quête des origines, tout ce que vous voulez, mais qu'en fait, le vrai objet analytique où on rentre dans le hard, c'est quand tout d'un coup on a détricoté en gros l'ensemble des problèmes, on voit éventuellement le système des solutions ou de l'absence des solutions ou que sais-je, enfin, etc. Et on n'arrive pas à sublimer et à dépasser
ce réel-là. Bon. Et le travail analytique, pour moi, est percutant quand tout d'un coup on va voilà, trouver les moyens de sublimer ce point-là. Donc ça, c'est voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce que ça fait à un être? Ben, le problème, c'est que s'il n'arrive pas à faire ça, il y a plusieurs chemins. Soit il y a un chemin de dépérissement. Alors il y a plusieurs chemins au sens où vous en êtes déjà conscient ou pas conscient. Je dirais que si vous n'en êtes pas conscient, ça fait longtemps que le mal est fait, vous avez basculé dans un déni, et en gros, là, très très souvent, on va rentrer dans ce qu'on peut vivre demain, c'est-à-dire une traduction à un moment donné politique de cet apolitisme, comme dit Wilhelm Reich, revendiqué, et qui bien évidemment est en gros la quête d'un moi autoritaire, le bouc émissaire, enfin bref, on a différents l'égalitarisme répressif. C'est la formule, comment dire, d'Adorno. Enfin bref, il y a quantité de choses qu'on peut retrouver, l'hostilité. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est si vous êtes déjà dans le déni, vous allez rentrer là-dedans. Si vous n'êtes pas dans le déni, de fait, ça va produire en vous en fait, sous couvert de capacité, en fait, une incapacité profonde à agir. C'est-à-dire que le ressentiment est une faillite, est une projection, si vous voulez, qui à un moment donné jouit de la faillite de la solution. Donc donc l'enjeu, c'est bien évidemment, on n'en est pas conscient, hein, mais on produit de la non-solution. Alors il y a plusieurs manières de produire de la non-solution. Par exemple, vous discutez avec quelqu'un, non, j'ai déjà fait ça. Non, ça marche pas. C'est un très grand classique. Tous les médecins connaissent ça, avec un patient qui arrive et on va faire toute la cartographie et rien de toute façon ne marche. Et l'enjeu, c'est de bien acter que rien ne marche. Bon, donc ça, quand vous êtes dans ces conduites-là, à un moment donné, bien évidemment, ça impacte votre être, mais ça irradie aussi autour de vous. Et si ça se traduit, alors soit ça se traduit pas politiquement, et vous rentrez dans une déprime, une dépression avec des accès psychotiques, etc. Bon, voilà. Soit ça se traduit politiquement, et là, en revanche, il y a un retournement qui est mortifère, mais pour l'autre. Oui, c'est ce que vous appelez haïr plutôt qu'agir. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que dit, je crois que c'est Max Scheler, Max Scheler montre bien, si vous voulez, donc Max Scheler est un auteur du début du siècle, il produit un texte qui s'appelle L'homme du ressentiment, qui est un texte, comment dire, qui revient sur cette passion triste, structurante des êtres et de l'histoire, un texte de 1912. Et c'est toujours intéressant de voir justement comment un long siècle avant nous, on s'est saisi de cette question, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, etc. Et on voit d'ailleurs que les figures du ressentiment, elles sont nécessairement, bien sûr, psychiques, mais elles sont construites par la société. Je vous donne un exemple. Très clairement, il y a tout un passage merveilleux, mais qu'on retrouve aussi chez Freud, sur le ressentiment féminin. Bon. Et le ressentiment féminin, c'est pas extraordinairement compliqué aussi de comprendre, de saisir pourquoi à un moment donné, il a été davantage pointé du doigt que le ressentiment masculin. Et notamment, pourquoi ? Parce que dans le destin féminin, sociologiquement, culturellement, est un destin aussi empêché. Donc, il trouve aussi, bien évidemment, dans les conditions objectives d'inégalité et d'injustice, il trouve le ferment qui va venir appuyer cela. Pareil pour les hystéries, etc. On voit très bien aujourd'hui que les grandes hystéries freudiennes, Charcot, etc., aujourd'hui, vous avez quasiment plus, enfin, vous en avez presque plus. Et aujourd'hui, quand on a des formats, des schèmes hystériques, en fait, ils atteignent autant les hommes que les femmes. Donc, si vous voulez, une psychose,
c'est à la fois un moment, bien sûr, qui est avec la vérité d'un être, etc., mais c'est aussi, bien évidemment, totalement entrelacé, et encore plus quand c'est les névroses, totalement entrelacé avec l'histoire. Donc voilà, donc ça c'est, si vous voulez, ce principe-là encore une fois, d'une rentrée dans la rumination. Scheller parle d'un auto-empoisonnement. Cet auto-empoisonnement, il donne l'illusion, effectivement, de donner du pouvoir à un être qui, en fait, est profondément rendu par la société et petit à petit par lui-même, incapable. Et donc résultat, il faut faire ce qu'on appelle une stigmatisation à l'envers, c'est-à-dire il faut trouver la manière de vivre positivement cette inaction. Et généralement, ça s'appelle la haine. Face à laquelle la cure analytique peut commencer à travailler sur le premier exercice de lucidité dont vous avez parlé, c'est-à-dire de la reconnaissance de ce blocage. Alors c'est un des points difficiles. Quand je dis d'ailleurs le travail analytique, je fais vraiment, entendez-moi bien, je fais pas du tout je pense pas que la psychanalyse a le monopole de l'analyse. Je rassure tout le monde. Hein, non, parce que c'est vraiment... voilà. Mais en revanche, je pense qu'il y a une nécessité analytique pour chacun d'entre nous. Ça, c'est évident. Donc, un des parcours possibles, ça peut être celui de la psychanalyse, mais de fait, ça peut être en auto-analyse, ça peut être avec des tiers qui ne sont pas des tiers thérapeutes ou psychiatres ou psychanalystes. Mais effectivement, ce travail d'essayer de regarder et de discerner. Vous savez que le discernement, c'est un travail qui, bien sûr, c'est trié, c'est classé, etc. Mais dans la définition du discernement, il y a la notion de santé. Donc le discernement, c'est de juger sainement des choses. Sous-entendu, à un moment donné, se mettre aussi à distance de tout un cyclone émotionnel pour précisément essayer de voir clairement, de ne pas avoir son jugement troublé par quantité de choses. Donc le discernement, il est directement atteint par la puissance ressentimiste. Hein? Donc ça, là aussi, ça commence, le ressentiment au départ peut éventuellement être causé, c'est-à-dire de façon illusoire, hein, parce que c'est bien ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que le ressentiment, c'est pas de la souffrance. C'est deux choses différentes. Vous avez bien évidemment la souffrance, qui est un acte, voilà, il y a une objectivation possible de la souffrance, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se joue dans un pas de plus et qui va être l'installation dans ce que François Roustan appelait la plainte. Bon, et qui est encore autre chose. Et que Scheller appelle la jouissance du pire, la jouissance de l'obscur, etc., etc. Bon, des formules, bon. Et c'est très difficile parce que, bien évidemment, vous n'avez pas le sentiment, vous, d'être dans une complaisance. Vous avez le sentiment d'être dans quelque chose de juste. Que vous venez dire quelque chose, vous êtes victime, et donc vous venez signifier ce sentiment victimaire. Moi, mon problème, si vous voulez, c'est de dire deux choses. C'est pas de psychologiser l'histoire, pas du tout. C'est de repolitiser l'histoire. Pourquoi ? Parce que sous couvert, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que sous couvert de manquer la nature de cette pulsion ressentimiste, beaucoup vont instrumentaliser cette pulsion ressentimiste et vont appeler ça de la politique. Donc c'est ça qui va se passer. Donc il faut bien comprendre que c'est très important de comprendre ces lois psychiques qui, quand elles ont une traduction politique au sens large du thème, ne produisent pas de l'action politique, mais produisent précisément de la violence, de la radicalisation, c'est-à-dire quelque chose ce que les Grecs appelaient le polémos.
Bon, mais ce n'est pas ce qu'on appelle l'agonistique, c'est-à-dire à un moment donné le fait de dire tiens, nous assumons une conflictualité, mais cette conflictualité, nous la sublimons par du logos, et ça c'est la définition du politique. Sinon c'est la guerre, c'est autre chose. Mais ce n'est pas le politique. Alors je sais que les grands penseurs ont considéré que la guerre était la continuation par d'autres moyens du politique, mais je pars du principe que ce sont des situations limites et malgré tout, non. Le politique, c'est quand même autre chose. C'est ni le polémos, ni la stasis, c'est-à-dire la guerre civile. C'est cet entre-deux qui fait que précisément vous basculez pas dans le polémos et vous basculez pas dans la stasis. C'est ça, la vérité du politique. Bon. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en manquant ça, vous allez avoir précisément une revendication que le vrai politique, c'est ça. C'est-à-dire alors bien évidemment ça ne sera pas posé comme la traduction politique du ressentiment, mais ça sera posé comme la binarisation, la polarisation, le refus de la disputatio qui ne vaut rien, qui ne sert à rien, la violence comme seule vérité du mouvement social, etc., etc., etc. Et là en revanche ça s'appelle une perversion, parce que encore une fois la violence, ce n'est pas la politique au sens de construction politique, c'est autre chose. Ça existe, la violence. Mais l'enjeu, c'est de savoir si nous, demain, nous essayons de nous maintenir dans une exigence qui produit du politique à partir de la sublimation de la violence, et donc de la sublimation du ressentiment, parce que c'est un des ferments de cette violence, ou est-ce que nous validons que non, la politique et la violence, c'est la même chose. C'est une vraie question. Oui, puisque là maintenant la jonction est faite entre la rancœur de l'individu, son amertume potentielle, psychique, et le fait que ça puisse être utilisé en politique. Et là où ça devient compliqué, notamment lorsqu'on discute la démocratie, c'est que le sentiment que peuvent avoir un certain nombre de citoyens d'avoir été abandonnés par la démocratie peut être juste. Tout à fait. Et que donc leur amertume peut être absolument justifiée. Tout à fait. Et c'est ça qui est compliqué de saisir. C'est-à-dire que, encore une fois, il peut totalement y avoir, et ça arrive d'ailleurs souvent, des conditions, il y a une objectivation de la souffrance. Il y a une réalité des inégalités. Et vous allez d'ailleurs traiter un exemple, j'allais dire presque, oui, courageux, parce que c'est un sujet complexe. C'est la question de savoir si la démocratie égalitariste peut être poussée jusqu'à un certain absurde, d'une certaine manière, fabricatrice ou fabricante, je ne sais pas, de ressentiment. Alors, ce qui est certain, c'est que, si vous voulez... et ça a été très bien posé par un auteur comme Tocqueville et puis tous les enfants entre guillemets de Tocqueville, jusqu'à même Adorno qui n'est pas un enfant de Tocqueville mais qui malgré tout va aller aussi sur ce territoire-là. Le mal structurel de la démocratie, c'est le ressentiment. Donc c'est pas ça, il faut le comprendre. Et je dirais que c'est hélas une terrible menace, mais qui est à la hauteur de son exigence, de son projet. C'est-à-dire que parce que précisément la démocratie se pose comme la conquête des conditions de l'égalité, la conquête effective, et non pas théorique, mais effective des conditions de l'égalité, et il ne faut certainement pas se séparer de cette définition de la démocratie. Elle est grandiose, mais la grandeur de cette définition l'expose de facto comme première menace qui pourrait mettre à mal réellement la démocratie, le ressentiment démocratique. De fait, cette condition déceptive, elle est au cœur de l'aporie démocratique, c'est-à-dire qu'elle signe sa menace. C'est pas du tout le cas dans un État autoritaire. Un État autoritaire n'a pas en premier lieu la question du ressentiment. Ça peut être la question du ressentiment, mais pas au même endroit. Elle n'est pas aussi déterminante. Là, c'est vraiment la menace qui est dangereuse et qui fait, et c'est sans doute peut-être la seule chose qui peut destituer la démocratie.
Parce que la démocratie est un principe où les différentes crises sont malgré tout traversées, alors qu'un État autoritaire va subir un coup d'État et va être destitué, et il va y avoir des effets de rupture. Non, là vous avez une continuité malgré tout historique qui peut être assumée par la démocratie. Mais ce qui peut vraiment faire un arrêt, c'est cette question à un moment donné d'un ressentiment démocratique qui prend trop la main, et qui, lui, en revanche, n'est plus à même d'accompagner des individus dans, ce qui est logique, leur désir de protéger l'état social de droit, puisque ça n'a plus de... tout d'un coup, c'est entaché et c'est considéré comme nul et non avenu. Là. Donc, c'est pas très compliqué de saisir ça. Et donc, ça veut dire, résultat, ça veut dire que, malgré tout, si c'est l'objet clé, et c'est pour ça qu'il y a une partie qui est le terme de ces journées, c'est gouverner. Et donc je dis dans ce texte que la question fondamentale, selon moi, mais qui me paraît plus fondamentale dans qu'est-ce qu'une démocratie, ce n'est pas qu'est-ce qu'un bon gouvernement. Cette question, elle est très importante, mais elle n'est absolument pas la finalité de la démocratie. Sous-entendu, si vous voulez, la question du bon gouvernement, c'est un outil. C'est très bien, mais ça se met au service d'une finalité. Et la finalité réelle de l'État social de droit, c'est comment des outils institutionnels et non institutionnels sont créés pour endiguer la pulsion ressentimiste. C'est ça la vraie question. Et si c'est ça la vraie question, selon moi, tout d'un coup, tout l'univers des politiques publiques, il change. Il change pourquoi ? Parce qu'il va falloir aller chercher comment, institutionnellement, nous produisons des forces de sublimation de la pulsion ressentimiste. Et ces forces de sublimation de la pulsion ressentimiste, elles ont été travaillées par quantité d'auteurs. Alors Freud, en premier temps, dans Malaise dans la civilisation, où il dit la culture. Mais d'autres auteurs, Winnicott et d'autres, où ils vont aller sur l'éducation, d'autres sur Fanon, etc., la santé. Bon, mais ça veut dire que tout d'un coup, le paradigme dans notre tête, pour traverser, c'est de dire « Ah mince, nous pensions que nos institutions étaient, entre guillemets, des puissances assez neutres de gestion des droits, et en fait, nous comprenons que nos institutions, peut-être, doivent prendre soin de nous de telle sorte que nous sachions trouver à la fois les ressources individuelles et les ressources collectives pour traverser cette pulsion ressentimiste. Et donc c'est une orientation de la politique publique un peu différente malgré tout. Et du coup, on a envie de vous demander où on en est aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment justement qu'on arrive à une étape de nœud gordien dans lequel le ressentiment psychique des individus rencontre une absence de souci de la démocratie ou de ses institutions qui risque de, je ne sais pas, de quoi d'ailleurs ? Alors aujourd'hui, il y a les deux, c'est-à-dire tous les ingrédients sont là au niveau d'une objectivation des inégalités ressenties, et pas que ressenties, réelles. Alors bien évidemment, à l'intérieur d'un cercle qui est restreint. Je veux dire par là que quand vous interrogez la place de votre malheur dans la société, vous avez peu tendance à ouvrir trop largement le cercle de comparaison. Parce qu'à un moment donné, si vous l'ouvrez trop, vous allez tomber sur quelque chose qui est plus malheureux que vous, nécessairement. Donc vous avez plutôt tendance à restreindre le cercle et à regarder simplement ce qui vous arrange pour... Donc déjà, la question de l'objectivation d'une injustice en comparaison d'eux, elle n'est pas simple, parce que tout dépend le périmètre qui est le vôtre, etc. Mais on va valider le fait que dans nos sociétés, quand on regarde autour de soi dans la société, alors en l'occurrence française, dans une ville, etc., là, en revanche, vous avez une conscientisation et une objectivation possible de déclassement. Ça a été très bien posé par les travaux de quantité de sociologues, de géographes, de Gulli ou de ceux qui peuvent faire des sondages comme Fourquet aujourd'hui, enfin bref, de Chauvel sur les classes moyennes. Enfin, donc ça, c'est
de Piketty de manière plus économique. Donc ça, vous avez cet invariant-là. Il y a un ouvrage d'ailleurs qui est intéressant là-dessus, qui était un ouvrage de Algan, Cohen et Foucault, Martial, sur les causes, entre guillemets, du populisme. Et justement, les causes du populisme étaient identifiées avec 3 phénomènes d'insécurisation. Une insécurisation politique, en gros un sentiment d'impuissance de l'État par rapport au monde d'aujourd'hui, etc. Une insécurisation économique, donc des classements, et puis une insécurisation culturelle, qui renvoie au sentiment avec le déplacement des populations, etc., qu'on est plus ou moins en insécurité. Et ça produisait les ferments du populisme. Moi, je pense que pas nécessairement. C'était là où on avait je disais bien évidemment, ça s'appelle les conditions objectives. Mais en fait, le populisme ou le conspirationnisme ou le complotisme, qui sont tous des enfants, entre guillemets, d'une traduction politique du ressentiment, c'est quand vous avez une insécurisation psychique qui bascule et qui prend la main. Et en fait, cette insécurisation psychique, certes, elle est en dialectique avec tous ces phénomènes d'insécurisation, mais moi, je dirais ma gageure et puis mon hypothèse, c'est de dire qu'il est possible, là, et c'est ça la liberté d'un être, et c'est ça la responsabilité d'un être, et c'est ça la différence d'un être par rapport à un autre, il est possible que là, de sublimer ça, et donc d'empêcher la bascule dans le ressentiment. Et donc ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième point, c'est de dire pourquoi c'est tellement important d'empêcher la bascule dans le ressentiment. Parce qu'une fois que vous êtes dans le ressentiment, vous ne produisez pas de l'action politique. Vous produisez autre chose. Et donc, résultat, vous produisez quelque chose qui, selon moi, n'est pas à même de combattre correctement la question des inégalités. Donc, vous voyez, c'est une boucle. C'est une boucle un peu particulière. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire, de psychologiser c'est pas du tout ça. Au contraire, il s'agit de repolitiser réellement les choses et en même temps de comprendre des lois qui structurent un être psychologiquement, etc. Et comment on peut, bien évidemment, par la société, les valeurs, l'éducation, les médias, la santé, le prendre soin, etc. Comment on peut accompagner un être dans son aptitude précisément à la liberté. Alors, encore une fois, ça c'est pour ça que je l'ai dit dans mon livre en exergue, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, et je dirais même plus, c'est un choix moral. C'est-à-dire que je n'ai pas la preuve de ce que j'avance. Je ne peux pas vous faire de l'evidence-based medicine de ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la preuve, entre guillemets, dans mon petit terrain clinicien, qu'il y a des êtres qui basculent dans le ressentiment, des êtres qui ne basculent pas dans le ressentiment. Voilà. Certains ont des conditions objectives de bascule, d'autres n'ont pas des conditions objectives de bascule. Je vois les deux. Donc ça, il n'y a pas de... Voilà, les deux existent. Et je ne peux même pas dire, quand quelqu'un bascule, s'il bascule parce qu'il cède, entre guillemets, et que donc, d'une certaine manière, il y a un affaiblissement plus ou moins responsable, il est responsable un peu en partie, ou s'il n'est pas du tout responsable et c'est malgré lui. Je ne peux pas répondre à cette question. Je dis juste que si moi, en tant que psychanalyste et philosophe, je valide le fait que le sujet ne peut pas, alors nous proposons un destin collectif de soumission. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme ça, le déterminisme est posé et il n'y a pas de... Voilà, alors, bonne pioche ou mauvaise pioche, celui qui naîtra à tel endroit avec des conditions objectives d'inégalité est voué éternellement au ressentiment, et puis tel autre pas. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas valider ça. Je dirais que mon ethos, à la fois en tant que philosophe et psychanalyste, c'est de dire non.
je ne valide pas ça, et c'est pour ça que je mets en exergue le sujet peut, le patient peut, etc. Même si, encore une fois, ça reste. Je peux davantage dire que c'est un choix moral qu'un choix prouvé, qu'une hypothèse scientifiquement établie. Alors vous évoquez quelqu'un qui, il y a quelques siècles, a peut-être eu un début d'intuition de ce que vous évoquez, c'est Montaigne, avec la réflexion sur justement le pretium doloris. Qu'est-ce que c'est le pretium doloris ? Le pretium doloris, c'est tout simplement le prix de la douleur. Et en fait, le pretium doloris, c'est ce qu'on pourrait appeler le prix de la vie. C'est le risque que nous sommes capables de prendre pour assumer cette chose qu'on appelle la vie. Et puis c'est aussi une confrontation avec le réel, c'est-à-dire non pas la douleur est vérité. Donc c'est pas une conception doloriste du monde qui est proposée là, mais en revanche, la vérité est douleur. Ça, malgré tout, oui. Et donc, à un moment donné, la vérité, elle produit une confrontation avec un réel, et cette confrontation avec le réel, si elle n'est pas sublimée, de fait, elle va produire une douleur, et puis tout l'enjeu, ça va être de voir comment on travaille avec cette douleur. Mais ce qui est génial avec Montaigne, dans les essais, c'est que vous vous souvenez, dans les premiers temps, il est l'enfant du stoïcisme, etc. Bon, de toute cette pensée, de cet apprentissage de la mort comme étant constitutif de la philosophie, etc. Ce qui est entre guillemets vrai, et puis il va aller vers la vie, et puis comme vous savez, quand on va vers la vie, on va aussi vers autre chose qui s'appelle la mort, et puis petit à petit, il va basculer vers une philosophie où il va poser que l'enjeu c'est de vivre à propos. Donc de vivre à propos, ça veut dire qu'à un moment donné, on tente de saisir un instant, celui-là, on tente de s'installer dans une conception plus étendue du présent, on apprend à sublimer la finitude, on apprend à ne pas trop la craindre, et il dit à un moment donné que même la mort, qui est un objet quand même grandiose, on ne peut pas nier que la mort est un objet minuscule, c'est très important, et puis surtout pour un être, puisque... Enfin, au moins considérer que ça n'arrive qu'une fois, donc on peut valider le fait que par la rareté, c'est un élément important. Il dit même la mort n'est pas un objet assez digne pour la rumination. En fait, il n'y a aucun objet qui doit être ruminé, parce qu'on pourrait dire, mais quand même, la mort, mince, on a le droit, c'est quand même terrible. Eh bien non. C'est-à-dire que on bascule vraiment dans une définition autre de ce qu'est la liberté d'un être, de ce qu'est la liberté non pas comme illusion de toute puissance ou même parce que je ne sais même pas si on est libre. Encore une fois, la liberté c'est plutôt un effort de sublimation plutôt que bien évidemment la réalité objective d'une liberté. Alors on va arriver vers la fin de cet entretien sur la question justement que vous évoquez de manière très belle à la fin de votre essai sur comment rester ouvert au fond. C'est ça la lutte contre le ressentiment, c'est essayer de ne pas s'enfermer dans la rancœur, mais donc de recréer les conditions de possibilité d'une ouverture à la vie et au monde. Et ça commence peut-être par la question de... En gros, la rumination victimaire, c'est rechercher une réparation. Dans toute son existence, une réparation, on est victime de quelque chose, il y a toujours quelque chose à réparer. Et finalement, la lucidité, c'est peut-être, en tout cas dans le domaine psychique, d'admettre que qu'il n'y a pas de réparation. Oui, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est ressenti comme un renoncement, mais c'est pas un renoncement, c'est-à-dire que en fait, et c'est très bien dit par un auteur qui n'est pas psychanalyste et qui est philosophe et qui a été également un médecin, même si c'est un médecin qui a peu exercé, c'est Canguilhem, et Canguilhem explique très bien que la santé, ce n'est pas un retour à l'état antérieur. Sous-entendu, voilà, ça n'existe pas. La santé, c'est nécessairement la création d'une nouvelle norme de vie.
Bon, eh ben, il faut l'entendre au sens littéral du terme, c'est-à-dire que quand quelque chose a été cassé dans votre vie, ou en tout cas vous avez un besoin de réparation, il n'y a pas de réparation possible au sens strict du terme. Les choses ne se réparent pas. Donc, et ça c'est très compliqué, parce que bien évidemment, c'est la différence entre éventuellement un objet et un être humain, c'est qu'un objet on peut éventuellement le réparer, voire mieux on peut le changer et avoir le sentiment que rien n'a bougé. Donc c'est superbe, c'est pas comme ça qu'est un être humain. Donc on ne peut pas réparer, et ça pour le coup, ou alors quand vous réparez, vous allez vous rendre compte que vous ne réparez en fait que du déjà réparé, c'est-à-dire en gros du truc qui n'a pas une immense importance. C'est pas de l'irréversible, c'est du réversible, bon voilà. Bon. Donc en fait, ce qu'on appelle réparation de façon un peu rapide, c'est de la création. Donc c'est pas la même chose. Donc vous ne réparez pas ce qui a été cassé, vous créez ailleurs quelque chose, et notamment de la symbolisation, et vous allez faire surgir par la symbolisation quelque chose qui, entre guillemets, n'existe pas, ou par la sublimation, et donc vous allez créer. Voilà. Et donc on pourrait dire, en fait, si on veut garder cette idée de réparation, on ne répare pas ce qui a été cassé ou blessé, etc. On répare ailleurs et autrement, autre chose si vous voulez. Mais il vaut mieux parler de création parce que c'est plus juste. C'est plus juste sur le fait qu'en fait c'est de l'émergence. Ce n'est pas, donc c'est quelque chose qui se situe dans l'avenir, c'est pas quelque chose qui se situe dans le passé. Et donc résultat, ça fait que toute la focale d'un sujet, elle n'est pas au même endroit, si vous voulez. Le ressenti, celui qui est dans la pulsion ressentimiste, il est de fait tourné dans une vision non pas dynamique de ce qu'est la réparation, c'est-à-dire la création, mais dans une vision passéiste. Or, ce n'est pas possible. Donc, c'est une illusion, pour le coup. Et le problème, c'est que c'est une illusion qui va non seulement l'empêcher encore une fois, de produire une individuation digne de ce nom, mais qui, en plus, je le dis, si elle s'étend plus, et qu'elle croise éventuellement d'autres personnes qui ont des ressentiments et qui sont dans cette même... de fait, vous avez un phénomène d'autorisation qui va se mettre en place et une traduction politique. Parce que là aussi, juste pour terminer, Wilhelm Reich montre bien cela, que ce n'est pas entre guillemets, le leader fasciste, puisqu'il y a tout un passage historique sur le fascisme, ce n'est pas le leader fascisme qui fait basculer une foule. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ce qui est dit, c'est que le fascisme, avant d'être un moment historique, c'est un moment psychique. Vous voulez dire c'est la foule qui fabrique le leader fasciste? C'est la foule qui désigne et qui va aller chercher celui qui conforte sa pulsion ressentimiste. Donc et là, n'importe qui éventuellement saura un peu être, à ce moment-là, répondre à ça, sera attrapé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si le fascisme n'est pas un moment historique, mais un moment... c'est un moment historique aussi, bien sûr, mais ce n'est pas que un moment historique, c'est d'abord prioritairement un moment psychique, au sens où le moi, Wilhelm Reich dit, le moi fasciste précède le fascisme. Ça voudra dire que ça va advenir de nouveau si les forces de sublimation de cette base caractérielle-là ne sont pas transformées. C'est que, voilà, ça de toute façon, alors en revanche, ça ne prendra pas nécessairement le nom de fascisme, ça prendra le nom de populisme, de réactionnisme, d'illibéralisme, bon, que sais-je, de pulsion autoritariste, etc. Et donc, voilà ce sur quoi travaille le livre. Oui, on voit bien en vous écoutant, on entend bien en vous écoutant toutes les dénominations qu'il peut y avoir dans la société dans laquelle on vit, dans les pays qui aujourd'hui nous entourent et peut-être le nôtre. Quelles sont les traductions possibles effectivement d'un ressentiment? Voilà, donc clairement, on a aujourd'hui une palette assez large de traductions possibles. Alors juste pour quand même, parce que c'est pas ça paraît comme ça un livre un peu noir, mais non.
Parce que vous m'aviez dit, voilà, il y a une troisième partie justement Absolument. Qui est sur, on va finir là-dessus, sur l'ouvert et sur les manières et les antidotes à la fois, comment ça s'appelle, personnels et collectif pour justement endiguer, calmer, apaiser, corriger, etc. Et bien évidemment, il y en a. Que ce soit simple, c'est une autre question, mais il y en a. Et aujourd'hui, heureusement, oui, vous avez en plus sur le territoire quantité comme ça d'insularité qui sont précisément pas ressentimistes. Mais de manière majoritaire, il se joue quand même, oui, une pulsion ressentimiste qui est en train, comme je pense à Stigler qui nous a quittés et qui avait travaillé sur la pharmacologie et sur le pharmacone, on est dans un problème de dose. Et là, de fait, on est en train de rentrer dans une dose de toxicité forte. Merci Cynthia Fleury. Le moment est venu.